Qui suis-je, où cours-je et à quoi sers-je? Tout le monde connaît ces boutades, mais parfois ces questions ne viennent pas seulement en boutade, parce que vraiment, la quête de sens dans notre vie devient urgente. On n'est pas sur Terre pour s'ennuyer, on est sur Terre pour trouver une joie profonde et contagieuse à transmettre aux gens. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Qu'est-ce qui donne finalement à notre vie un sens personnel et vivant? Thomas Dansembourg nous invite à entreprendre le chantier de notre vie intérieure, véritable enjeu de société, à ce moment précis où nous avons tant besoin d'apprendre de nouvelles façons d'être ensemble. Parce qu'en nous connaissant en profondeur, on devient des citoyens plus créateurs et solidaires, et que devant les enjeux d'aujourd'hui, l'intériorité est citoyenne. Le sens et l'envie sont les moteurs de notre joie de vivre et de notre façon d'être ensemble. Quand on apprend à joindre les deux, on est habité d'une énergie à la fois douce et puissante qui peut bouleverser les montagnes. Et ça nous permet de transformer les anciens systèmes de pensée, qui sont basés sur les rapports de force, de méfiance, de division, pour incarner des valeurs d'empathie, de confiance et de responsabilité. Alors quel est notre fil rouge intérieur? Comment identifier sa boussole? Avec Thomas Dansembourg dans cet épisode, on parle d'intuition, d'intériorité citoyenne et d'élan de vie. J'espère que cette écoute t'aidera à identifier ta boussole intérieure. On peut y aller? On peut y aller. C'est parti. Bonjour Thomas Dansembourg. Bonjour Victoria. Merci de partager ce moment avec moi. Je sais que vous avez beaucoup de demandes pour des interviews, donc je suis très honorée que vous ayez accepté de recevoir ce micro jeune. On vient d'échanger un petit peu sur la vie autour d'un café. Votre parcours est passionnant. Vous êtes ancien avocat devenu écrivain, psychothérapeute et formateur en communication non violente, un mot qu'on entend de plus en plus souvent aujourd'hui, la CNV. Et aujourd'hui, vous proposez depuis plus de 20 ans un travail de connaissance de soi, d'écoute et d'empathie. On va en parler, mais avant toute chose, il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction. Qu'est-ce que la vie vous a appris jusqu'à aujourd'hui ? Oh, la réponse qui me vient très spontanément, c'est que nous disposons d'un pouvoir pour nous transformer et transformer notre façon d'être au monde qui est aussi considérable qu'ignoré. Nous avons un extraordinaire pouvoir de transformation dont malheureusement la plupart du temps nous ne faisons pas usage par ignorance. Comment est-ce qu'il est en soi, ce pouvoir ? C'est la capacité à avoir une grande intuition de vers quoi nous avons envie d'aller, quel est notre élan ou notre fil rouge, je l'appelle comme ça dans mon travail depuis des années, notre fil rouge intérieur. J'ai la confiance, par mon expérience d'accompagnement de tant de personnes depuis, c'est plus que 20 ans, c'est même plus de 30 ans maintenant, que nous sommes bien guidés de l'intérieur si nous savons écouter. Il y a vraiment un projet pour chacun de nous, une façon de se mettre au monde, de contribuer au monde qui nous est personnelle et vivante et qui peut être extrêmement modeste comme plus éclatante selon les dispositions de chacun. Chacun a trouvé ce qui fait sens pour soi et c'est à ça que j'ai envie de contribuer, aider les gens à se faire confiance qu'ils peuvent trouver une vie choisie plutôt que de rester dans une vie subie. Cette intuition, comment est-ce qu'on connecte avec elle? Là où on a souvent tendance à la laisser s'éteindre sous des couches d'injonctions, de choses à faire, de bruit. Oui, clairement, nos systèmes éducatifs ne nous invitent pas du tout à suivre notre intuition. Au contraire, elle contrecarre l'intuition. L'enfant qui a envie de bouger, on lui dit reste assis. L'enfant qui a envie de parler, de chanter, de s'exprimer, on lui dit tais-toi. Et c'est encore un vieux système qui contredit notre nature profonde. Donc nous prenons l'habitude de nous résigner, de nous museler et d'être dans une attitude de réfrénement de nous-mêmes, de contraction plutôt que dans une attitude d'expansion et d'ouverture. Alors comment est-ce qu'on prend conscience de cette pulsion de vie qui est en nous en l'écoutant, en écoutant régulièrement, en faisant silence, en s'arrêtant
pour discerner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui tend vers quelque chose d'autre, qu'est-ce qui tente de se dire à l'intérieur de moi-même, quelle est ma boussole et quel est son or à elle, pas le copier-coller de ce que tout le monde fait dans les codes et dans les modes du moment, mais ma boussole à moi, où est son or à elle. Petit à petit, si on se pose ces questions, les réponses commencent à arriver. Mais effectivement, si on ne se pose pas la question, on n'aura pas beaucoup l'occasion de voir les réponses arriver. Et à partir de quand, justement, vous vous êtes posé la question? À partir de quand vous vous êtes connecté à cette boussole intérieure? Je pense que très tôt, vers 13-14 ans, le début de l'adolescence, je me suis dit la vie devrait avoir un sens. Et ce n'est pas suffisant que d'aller à l'école tous les jours, ça m'ennuie, je ne vois pas trop la perspective, il doit y avoir autre chose à vivre. Ce questionnement est venu très tôt pour moi. Et puis, quand je suis devenu avocat, c'était mon premier métier, j'ai plutôt subi une vie qui ne me convenait pas vraiment, mais enfin qui me permettait de m'intégrer à la société, de gagner ma vie, d'assurer ma sécurité matérielle. Mais quand même, la question revenait, on n'est pas fait juste pour ça, c'est répétitif, ça m'ennuie, ça n'a pas suffisamment de sens, ça n'aide pas suffisamment le bien commun. Je sens tout un potentiel de sensibilité en moi qui n'est pas du tout utilisé dans ce métier d'avocat. Et donc, j'ai petit à petit accepté d'écouter mon ennui comme étant une clé de compréhension. Je m'ennuie, or on n'est pas sur Terre pour s'ennuyer. On est sur Terre pour trouver une joie profonde et contagieuse à transmettre aux gens avec qui l'on vit. Mais ces questions, quand elles commençaient à venir, comment est-ce que vous les accueilliez? Est-ce que vous essayez de les fuir, de non, mais c'est pas super rationnel, là, en effet, vous avez été avocat au barreau de Bruxelles pendant 5 ans, puis conseiller juridique dans une entreprise internationale pendant 10 ans. Quand ces questions qui, disons-le, sont irrationnelles font surface, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les repousse? Bon, clairement, comme vous l'évoquez au début, je les fuyais et je dis je devrais me contenter de ce que j'ai. Je gagne correctement ma vie. Je peux me payer une belle bagnole. Je peux m'acheter des beaux vêtements, costard, cravate. Là, dans mon métier de juriste, il fallait être bien fringué. Donc, ça fait illusion un temps, ça, se dire, je peux m'acheter une nouvelle voiture si j'ai envie, en tout cas une bonne occasion, pas forcément une neuve. Et ça fait illusion, cette capacité à s'entourer de choses qui sont plus ou moins gratifiantes en surface. Et clairement, quand je sentais mon ennui, j'ai toujours aimé les copains, les sorties, les soirées, aller faire la fête, picoler un coup, s'amuser, aller danser. C'est une distraction que j'ai trouvée fort plaisante, mais qui me permettait d'éviter de m'asseoir en tête à tête avec la question « Qu'est-ce que tu veux vivre ?» Mais heureusement, j'ai accepté d'écouter cette question. Et c'est en ça que je dis que chacun de nous se la pose tôt ou tard, consciemment ou en filigrane, assez inconsciemment. Qui suis-je, où cours-je et à quoi sers-je? Tout le monde connaît ces boutades, mais parfois ces questions ne deviennent pas seulement en boutade, parce que vraiment la quête de sens dans notre vie devient urgente. Et à quel moment justement vous vous êtes réveillé un matin en vous disant cette quête de sens elle est primordiale maintenant dans ma vie et je ne veux plus la laisser sous le tapis? On se réveille un matin, on se dit c'est bon, là c'est... Un grand coup de cymbale, un grand coup d'orgue comme dans les cathédrales, mon Dieu, tout d'un coup, l'épiphanie. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est petit à petit. D'abord, j'avais choisi mon métier d'avocat parce que je voulais aider les gens à traverser les conflits. C'était une première démarche. Très vite, j'ai vu que les conflits avaient trait à des malentendus qui sont décomposés de mal exprimés, mal écoutés, que si les gens s'exprimaient mieux et s'écoutaient mieux, on éviterait beaucoup de conflits. Donc, je me suis dit, je suis pas au bon endroit avec le droit. C'est un outil, mais c'est pas suffisant pour aider les gens à mieux vivre. Et en continuant à souhaiter une vie qui serve les gens, j'ai eu l'occasion de rencontrer une association pour des jeunes dits de la rue, des jeunes dans la délinquance, dans la petite criminalité, les gangs de rue, etc., le deal de drogue, tout ça. Et j'ai pu prendre part à cette association et devenir un peu le bras droit de l'organisateur. C'était du bénévolat, c'était à côté de mon métier de juriste. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et ça a été déterminant, ça a été un pivot pour réaliser, mais moi j'adore m'occuper des gens, j'adore occuper des gens qui sont dans la difficulté et les inviter à voir comment ils pourraient sortir de leur difficulté, comment trouver du sens quand on est perdu. Ça s'est clarifié de plus en plus et c'est comme ça que j'ai pu réaliser que j'avais du mal à accompagner un gars qui est dans la colère, dans la rage, qui a envie de tout faire péter, ou un gars qui est dans la dépression, qui a juste envie de rester sur son canapé à fumer des pétards. Je ne pouvais pas accompagner la rage ou la désespérance si moi-même j'avais pas accepté de comprendre par moment ma rage et par moment ma désespérance, et que donc j'avais intérêt à arrêter de fuir ces parties de moi et apprendre à me coltiner les parties de moi qui ont envie par moment de tout faire péter ou d'être complètement désespéré. Et ça m'a amené en thérapie et très vite j'ai perçu que c'était fascinant de mieux se comprendre et que j'avais envie de devenir thérapeute à mon tour. Et à côté de la thérapie, est-ce que vous pratiquez d'autres choses qui vous ont permis d'accueillir ces moments-là d'introspection?
J'ai la chance d'habiter dans la forêt, dans l'Ardenne belge, dans le sud de la Belgique. J'avais un père forestier, des parents qui adoraient la beauté, la musique. J'ai été élevé dans un climat où on aime le beau et on trouve que le beau est soutenant, inspirant, et c'est pas un détail dans la vie pour garder confiance dans l'humanité. Et ça me ressource beaucoup. Le fait évidemment d'être dans la nature, dans la terre. J'ai repris la maison familiale et je m'occupe beaucoup de ce petit espace avec les travaux d'extérieur, le jardinage, les arbres, entretenir. J'adore ça et ça me ressource énormément de sentir quelque chose qui est comme immuable, qui est stable. La nature est là, bien qu'on la maltraite partout, elle est fidèle et ça c'est très très soutenant. Et depuis, vous vous êtes formé à différentes approches psychothérapeutiques et particulièrement à la méthode de la communication non violente avec son fondateur Marshall Rosenberg. Et vous êtes devenu formateur certifié en communication non violente. Pour vous, devant les enjeux d'aujourd'hui qu'on connaît, l'intériorité, elle est citoyenne. Alors c'est quoi l'intériorité ? Oui, j'ai développé cette notion en accompagnant les personnes, cette notion d'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure ne concerne pas que nous. Elle commande et même féconde notre capacité d'être avec les autres de façon évidemment pertinente, mais aussi utile au service de la vie sociale. Et malheureusement, nous avons créé une laïcité asphyxiante. Il était très très légitime, évidemment, de séparer l'Église de l'État, mais nous avons comme jeté le bébé avec l'eau du bain. Nous avons abandonné la pratique de la vie intérieure, du ressourcement, de l'éveil de la conscience. Et à mes yeux, la laïcité, ce n'est pas l'abandon de la vie intérieure, c'est au contraire le côtoiement fécond et extrêmement respectueux de toutes les formes de vie intérieure. Et c'est cet espace-là qui nous permet de nous transformer en développement, donc une sorte de grotte intérieure où je sais me ressourcer, un espace où il y a une résonance, où il y a du souffle, il y a de l'inspiration. C'est ça que nous avons besoin d'apprendre. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question là. Et en quoi ce souffle, justement, il est nécessaire dans nos sociétés modernes aujourd'hui ? J'allais dire mortes, c'est quand même paradoxal. C'est un beau lapsus. Enfin, même pas paradoxal. Non, c'est un lapsus extrêmement éclairant. Oui. Mais précisément pour la raison que vous évoquez, c'est que nous avons créé une sorte d'asphyxie, le matérialisme omniprésent, le capitalisme à tout crin, la prétention à se satisfaire d'enjeux matériels étouffe l'aspiration profonde de l'être humain qui est en quête d'absolu. Et je ne vous parle pas forcément de religion et encore moins de confession, mais de quête. L'être humain a besoin de sentir que sa vie a du sens, qu'il contribue à quelque chose et qu'il appartient à plus vaste que lui. Ça, c'est pas du bisounours que je vous raconte, c'est parce que je me suis, comme je vous l'ai dit, occupé de jeunes de la rue, et la détresse de ces jeunes, la plupart du temps, c'est de pas se sentir en appartenance, de se sentir coincé dans une immédiateté qui n'a pas de sens. Juste boire des bières ou fumer des pétards ou aller casser la gueule du voisin, c'est pas suffisant. Nous avons besoin d'un projet pour vivre, nous avons besoin de sentir une appartenance et d'être soutenu et d'apprendre à aimer le monde et à se sentir soutenu par le monde. Vous dites, on voit des enfants en joie dans des villes en larmes. Oui, j'évoque ça pour indiquer que, à ma connaissance, dans mon expérience, l'essence de la vie, c'est la joie. Et que les enfants qui débarquent tout fraîchement sont joyeux. Ils sont pas dans l'appréhension du futur, ni dans le regret du passé. Ils sont dans la joie de l'instant, de la découverte, de la curiosité, de comment on va faire les choses, qu'est-ce qui va se passer. Il y a un intérêt, et on le voit même, comme je vous l'évoquais dans cette phrase que j'emploie souvent, même dans des villes en larmes, des villes en guerre, des enfants arrivent à trouver de la joie, à jouer avec un bout de fil de fer et 3 cailloux. C'est extraordinaire la puissance de joie. J'y vois vraiment ce que je constate dans mon travail. Quand une personne a traversé son deuil, traversé toute la peine d'avoir été abusée, maltraitée, quand elle a pleuré tout ce qu'il y avait à pleurer pour pouvoir enfin rebondir au fond d'elle-même, ce qui l'a fait remonter du fond d'elle-même, c'est la joie. Et je reste surpris de ça, vraiment émerveillé. Et c'est pour ça que j'ose parler du fait que le sens de la vie, c'est d'apprendre, ça s'apprend petit à petit, à trouver cette joie intérieure profonde et à la rendre évidemment contagieuse. Mais je me mets à la place de personnes qui peut-être aujourd'hui se sentent profondément désemparées, tristes, en colère par rapport à quelque situation que ce soit. Oui. Et ça peut être très culpabilisant d'entendre, il faut aller chercher cette joie intérieure. Pour certaines personnes, c'est même pas entendable en fait.
Bien sûr, c'est même complètement inaudible. Je suis parfaitement d'accord. Je n'aurais pas supporté d'entendre ça quand moi-même j'ai traversé des périodes de grande souffrance, de peine et de deuil. Notamment, j'ai vécu plusieurs deuils dans ma vie et des moments de ras-le-bol complet. Donc, je sais que ça peut être difficile à entendre. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. En même temps, je les invite juste à laisser peut-être la phrase flotter autour d'eux, que nous disposons, comme nous l'évoquions au début de notre échange, d'un pouvoir pour nous transformer qui est aussi considérable qu'ignoré. Et si je suis dans la mouise et l'impression d'être dans la vase et que ma vie est fichue, eh bien, je peux apprendre petit à petit, à laisser mon inspiration me dire qu'est-ce que j'aimerais, quel genre de vie j'aimerais avoir, quelle couleur elle aurait, quel goût elle aurait, quelle saveur, quel parfum, et me laisser un peu rêver. La puissance des rêves est considérable, c'est d'ailleurs un de mes outils de travail et d'accompagnement des personnes. Lâcher le rêve comme on lâche un cerf-volant qui va nous tirer de la vase. Alors je ne vais pas partir dans l'air comme le cerf-volant, mais au moins en m'accrochant bien au fil de mon rêve, je vais petit à petit intégrer ce que je veux vivre. Vous m'avez partagé votre rêve de faire des choses qui ont du sens, qui vous gardent une vie libre, et vous-même à 26 ans, vous faites un métier qui vous passionne, que vous avez créé vous-même et qui vous rend autonome. Vous avez rêvé et vous avez accompli votre rêve. Moi-même, j'en avais marre de ma vie de juriste, je m'y ennuyais, j'étais presque en dépression, et j'aurais pu me mettre à picoler avec les copains pour noyer mon ennui. Eh bien, petit à petit, je sentais le rêve qu'une vie meilleure était possible. Et donc, s'il y a des personnes qui sont dans une grande souffrance, une grande désespérance, je les encourage à trouver une approche, et celle que j'enseigne avec des tas d'autres personnes de connaissance de soi par la communication non violente est une approche parmi beaucoup d'autres, mais de trouver une approche qui leur parle en sorte de ne pas rester dans une vie subie. Et pour autant, s'autoriser ces rêves-là, c'est pas forcément facile. Et vous dites être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. C'est le titre d'ailleurs de votre deuxième livre. Oui. Qu'est-ce qui est inconfortable dans l'idée d'être heureux, finalement ? Alors, c'est le fait de passer à des stades de bonheur de plus en plus profonds, stables et contagieux qui comportent de l'inconfort. C'est le passage à un stade. Je peux donner des exemples simples. Apprendre à dire non. Et à dire non à temps, à la bonne personne et dans la bonne mesure. C'est difficile pour beaucoup de personnes, mais comment voulez-vous être heureux si vous dites toujours oui à tout et que vous n'en pouvez plus et que vous êtes au bord du burn-out? Vous n'allez jamais être heureux. Donc, travaillez sur vous-même pour petit à petit trouver assez d'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à s'affirmer sans agressivité, et pour pouvoir dire non et faire respecter vos limites, ça n'est pas nécessairement confortable au début. Et j'en parle comme quelqu'un qui était très gentil. J'ai d'ailleurs fait mon premier bouquin, Cessez d'être gentil, soyez vrai, sur ce thème-là. J'étais quelqu'un de beaucoup trop gentil qui disait oui à tout. Et donc, voilà un premier inconfort. Apprendre à dire sa colère quand on est en colère et à trouver les mots justes pour l'exprimer sans peur de casser le lien. C'est difficile, mais si vous dites jamais vos colères et que vous laissez tout supporter autour de vous, vous allez un jour péter un câble. Et donc c'est important d'apprendre à dire sa colère, comme c'est important de l'autre côté à entendre que tout le monde ne nous dit pas oui, donc pouvoir écouter le non sans se sentir rejeté et tenter de voir que le non n'est pas la fin du dialogue. On peut aller voir plus loin ce qui se passe. De même tenter de pouvoir accueillir la colère de l'autre, c'est pas confortable, mais comment voulez-vous être heureux si dès qu'il y a une colère en face de vous, vous vous enfuyez avec vos jambes à votre cou? Vous voyez, c'est déjà des inconforts typiques. Alors, j'en nomme encore un. Comment être heureux si j'apprends pas à faire des deuils? Et des deuils petits ou grands. Il y a des grands deuils dans la vie, bien évidemment, mais il y a aussi des petits deuils d'un choix où j'ai laissé une option sur le côté pour pouvoir en prendre une autre. Il y a une partie de deuil. J'aurais voulu tout faire et garder toutes les options possibles. C'est juste pas possible. Si j'ai envie d'avancer sur mon chemin, je dois laisser des chemins de côté. Et donc, travailler le deuil, c'est un enjeu fondamental pour apprendre petit à petit à être heureux, et ça n'est pas nécessairement confortable. Tout ça, et notamment le fait, je rebondis sur le fait de dire non, c'est rattaché à la communication. Oui. Donc vous parlez beaucoup dans tous vos travaux de communication non violente, de CNV. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, donc j'aimerais bien avoir votre définition à vous de ce sujet, si on peut dire que c'est un sujet. C'est une appellation qui est malheureusement négative, et donc même son fondateur Marshall Rosenberg rêvait de trouver une autre formule que cette appellation qui commence par une négation, une non-violente. Toutefois, il la maintenait quand même à dessein dans l'esprit de Gandhi, qui avait appelé la non-violence du nom de Ahimsa avec un alpha privatif qui indique donc qu'on essaye de retirer, on essaye d'éviter certaines attitudes, certains comportements, certains mots qui génèrent de la division, de la séparation et du blocage.
blocage. Et c'est dans cet esprit que nous maintenons cette appellation, même si assez souvent, quand je travaille dans l'entreprise, j'appelle cette approche la communication consciente, parce que la plupart du temps, la violence vient de qu'on n'est pas conscient, on est pris dans des habitudes, dans des automatismes, on n'a pas pris de recul, et donc on avance en pilote automatique. Donc communication consciente, je l'appelle aussi communication bienveillante, ou certains l'appellent la communication responsable ou empathique. On peut trouver d'autres mots qui sont peut-être plus parlants. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas dans l'appellation communication non violente. On dit, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis pas violent. Moi-même, quand j'ai entendu ça la première fois, je dis, c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de très gentil. Ça me concerne pas. Je ne mesurais pas à quel point nos systèmes de pensée habituels sont truffés d'habitudes, si pas de violence, en tout cas de brutalité et de contrainte. Nos habitudes à nous juger nous-mêmes, à juger les autres, à avoir des croyances sur nous souvent très négatives et des croyances sur le monde et la vie très négatives qui nous bloquent, des pensées binaires et divisantes, soit de ceci, soit de cela, qui nous déchirent et nous divisent, et enfin l'attitude traditionnelle de se faire les choses parce qu'il faut, je dois, c'est comme ça, c'est mon rôle, je me dois de, un langage très contraignant. Nous avons besoin d'apprendre à démanteler ça pour faire les choses par élan de vie, par goût de vivre et pas parce qu'il faut. Vous parlez d'ailleurs de mécanismes compensatoires. Est-ce que ça a un lien avec ça ? Bien sûr, bien sûr. Lorsque nous n'avons pas trouvé ce qui nous met en vie, ce qui nous donne l'impression profonde d'exister, la joie d'être en vie, avec un projet nourrissant, avec une appartenance soutenante, eh bien nous compensons notre manque de sens de toutes sortes de façons. L'exemple simple, c'est que si je suis pas heureux au travail, que je m'entends pas avec mes collègues, mon patron m'emmerde, pardonnez-moi l'expression, et je vois pas trop la finalité de mon travail, je sais pas que je pourrais m'asseoir avec moi-même pour me transformer, je n'ai pas conscience de ça, j'ai pas grandi dans un univers où on s'interroge sur soi-même. Je rentre à la maison et figurez-vous qu'une petite bière, ça me détend. Figurez-vous que 2 petites bières, ça me détend bien. Et figurez-vous que tout le pack de bière, je suis bien détendu. Voilà comment les compensations s'installent. Et si c'est pas la bière, c'est le chocolat. Et si c'est pas le chocolat, c'est les scrolls sur Internet. Ou l'achat. Les achats compulsifs, c'est la fièvre acheteuse. Ou des relations aussi. Ou des parfois. relations. Je peux courir les relations, multiplier, par exemple, avoir une vie sexuelle débridée. Et c'est souvent compensatoire de notre mal-être. J'aime évoquer ceci. Nous avons créé une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser notre le mal-être qu'à nourrir notre bien-être profond et contagieux. Ben vous avez bien étudié la question. Oui, compenser le mal-être, on sait faire. Mais s'asseoir pour essayer de nourrir son profond bien-être, et je ne parle pas d'un petit plaisir de surface, une petite jouissance, un profond bien-être stable et transportable qui va se révéler contagieux et avoir un effet d'entraînement sur nos communautés. Et alors, qu'est-ce qui nous apporte ce profond bien-être ? Dans quoi est-ce qu'on le trouve ? Dans la conscience de plus en plus fine, je dirais de plus en plus ancrée, d'avoir trouvé ce qui fait sens pour nous, l'axe de notre boussole, ce qui donne à notre vie un sens personnel et vivant, pas copier-coller, personnel et vivant, pas appris dans les bouquins ou tiré d'un roman ou d'un film qu'on a vu, mais quelque chose qui nous fait tressaillir, d'être dans la joie d'être là. Et si je suis si motivé à continuer de donner des formations, des séminaires, écrire des livres sur ces sujets, donner des conférences, c'est que je vois tous les jours cet émerveillement que les gens peuvent trouver leur boussole et sentir ce tressaillement d'une vie qui a du sens personnel. Est-ce que vous avez des exemples concrets là peut-être de personnes qui avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas justement de flamme intérieure ni de passion ? C'est quelque chose qui revient souvent, on dit oui mais il faut chercher une passion, un truc qui nous habite, mais moi je suis passionnée de rien, je sais pas ce qui me plaît. Et qui, après votre formation, après une conférence qu'ils ont écoutée de vous ou autre, ont eu un certain déclic. Un exemple qui peut permettre de s'identifier à des personnes qui aujourd'hui sont perdues complètement et crient à l'aide. Je pense que vous êtes vous-même un exemple de ça. Vous êtes demandé à la fin de vos études qu'est-ce que je vais faire. Ouais, et puis vous vous êtes interrogé. Oui. Vous avez commencé à clarifier qu'est-ce que vous aimeriez faire. Et petit à petit, cette idée de faire des postcards, rencontrer des gens qui justement ont cherché à trouver une vie plus sensée, vous avez suivi ce fil rouge et finalement vous en faites votre activité. Et vous en faites des livres, vous en faites des conférences. C'est magnifique de donner cette expansion-là. Eh bien, moi, je rencontre énormément de personnes qui, effectivement, faute de se connaître, ne savent pas trop par où aller, connaissent pas bien leurs besoins. Et ça, c'est la base de la CNV, apprendre à connaître ses besoins dans le double bénéfice. Si je connais bien mes besoins, je vais de plus en plus être à même de les exprimer plutôt que de les étouffer et de faire payer aux autres le fait que je me suis laissé étouffer. Mais j'ai aussi
l'autre bénéfice, c'est qu'en comprenant mieux l'humain à l'intérieur de moi-même, je vais avoir des clés pour comprendre l'humain qui est à l'intérieur de l'autre et dépasser cette difficulté à se rapprocher de l'autre. Mais comment être proche de l'humain qui est devant si j'ai pas appris à être proche de l'humain qui est dedans? Donc ce travail de connaissance de soi est vraiment au service du vivre ensemble. C'est pas un truc égotique et narcissique, loin s'en faut. Et donc oui, moi je vois des transformations, des personnes dans les stages que j'anime, il y a toujours une soirée cabaret. On fait des stages résidentiels. Le jeudi soir, c'est soirée cabaret, donc c'est ouvert, tout le monde peut venir improviser et j'encourage les personnes. On est une trentaine, on a fait un stage ensemble d'une semaine en résidentiel, donc on se connaît, il y a de l'amitié, on a ri, on a pleuré, on a passé toutes sortes d'épreuves ensemble. Il y a de la confiance et je propose aux gens, sans doute il y a parmi vous des gens qui ont un talent ou un poème à dire, une chanson à faire, une guitare à sortir, c'est bienvenu. Mais en même temps, il y a des personnes qui peut-être se disent j'ai aucun talent, j'ose pas. Allez-y, osez, inventez n'importe quoi, faites un jeu de mots, faites un poème, chantez une petite chanson d'enfance, peu importe, comptez sur ce filet d'affection et d'amitié que nous avons créé ensemble pour ne pas avoir peur de trébucher. C'est pas grave, on va bien rigoler ensemble. Et là, vraiment, j'ai vu des éclosions incroyables, des personnes qui ne savaient pas qu'elles avaient une voix magnifique. Et tout d'un coup, elles chantent et toute l'assemblée est émerveillée. On se dit, toi, tu nous as pas chanté pendant tout le stage et là, tu nous sors un truc superbe. Quelqu'un qui prend la guitare et qui fait résonner quelques accords avec une telle justesse, une profondeur. Et puis d'autres personnes qui nous lisent un texte avec un talent d'acteur. Enfin, nous sommes truffés de talent. J'en suis absolument convaincu. C'est de nouveau pas de l'angélisme, c'est d'avoir vu tant d'éclosions possibles. Et donc ceci, c'est vraiment un encouragement pour les personnes qui croient ne pas en avoir. Allez chercher. Vous allez voir que vous en avez. Quel lien vous pouvez faire entre ces éclosions personnelles et l'écologie plus généralement? Pour moi, le lien de plus en plus évident, je vais répondre à sens inverse à votre question, que la maltraitance que nous perpétuons systématiquement par nos systèmes de société d'aujourd'hui sur la nature autour de nous, la biodiversité, le climat, les ressources, cette maltraitance perpétuée sur la nature autour de nous est le reflet spectaculaire d'une maltraitance séculaire que nous perpétrons tous les jours sur notre nature intime. Nous violentons notre nature intime, nous violentons notre intuition, on a parlé en début d'échange, nous violentons notre sensibilité, notre délicatesse, notre goût du beau, du délicat, du raffiné, même notre sens de l'humour, notre fantaisie, mais nous violentons aussi parfois notre puissance, notre rigueur, notre vigueur, l'un et l'autre, parfois pour être trop gentils. Nous avons absolument donc besoin d'apprendre à respecter notre nature profonde pour pouvoir immanquablement respecter la nature autour de nous. Mais si je me maltraite depuis des années, j'ai tendance à maltraiter ce qui est autour de moi, c'est inévitable. Et pourquoi on est si compétent dans le faire, mais moins dans l'être? Je fais vraiment un lien avec les systèmes éducatifs. Nous avons été valorisés pour ce que nous faisons. Et j'inviterai les personnes qui nous écoutent à vérifier ceci. Vous sentez-vous aimé pour ce que vous faites ou pour qui vous êtes? Assez souvent, malheureusement, nous avons entendu dans les systèmes éducatifs qui ont prévalu jusqu'ici, je t'aime quand tu fais ça, je t'aime quand tu as réussi à l'examen, je t'aime quand tu m'as rendu service, je t'aime quand ta chambre est rangée. Et on a associé l'amour dépend de ce que je fais. Et on n'a pas entendu je t'aime inconditionnellement, quoi que tu fasses. Ce qui est d'ailleurs pour moi la façon la plus pertinente de sanctionner un comportement qui aurait été inadéquat, sanctionner sans punir, en disant je t'aime profondément, tu auras mon amour à vie parce que tu es mon enfant chéri, et en même temps je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire ou faire si jamais il y a eu un comportement qui a transgressé une valeur. Et donc de bien distinguer, c'est pas l'amour qui est en jeu, c'est le fait que tu as eu un comportement qui transgresse une valeur. Et c'est là que la sanction permet de dire comment est-ce qu'on va faire pour réparer, plutôt que bêtement punir. Aujourd'hui, pourquoi notre façon d'être adulte, elle ne fait plus sens ni envie pour les jeunes? Vous parcourez mes livres, c'est super. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? C'est le titre de mon dernier livre à ce jour. Effectivement, c'est une question que je vois se poser dans le regard des jeunes. Est-ce qu'en regardant nos vies d'adultes, la plupart du temps, ils se disent, tiens, c'est censé un adulte, il y a de belles valeurs, elles sont mises au monde, elles sont très concrètes, elles sont palpables, il y a une capacité à faire des choix avec les renoncements qui vont avec tous les choix, donc une capacité à faire les deuils en étant en paix avec ça, et il y a un bel alignement sur un emploi du temps qui est doux, et donc moi j'ai envie d'être adulte dès que possible.
Malheureusement, quand je formule ça comme ça dans les conférences, j'entends toute la salle guérie, parce que c'est pas comme ça que les jeunes voient les adultes. La plupart du temps, ils se disent, ils sont fous, ils courent à toute vitesse, ils ont un rapport au temps quasiment hostile, ils sont en guerre constante contre ce temps qui est cependant inébranlable, ils parlent de belles valeurs que je ne vois pas vécues au quotidien. Et donc, le livre n'est pas du tout culpabilisant, mon travail n'est jamais culpabilisant, mais c'est une invitation à se responsabiliser en disant, est-ce que nous avons pris, nous, adultes, le temps de vérifier, est-ce que ma vie a du goût? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle me fait envie? Ou est-ce que je suis pas en train de me laisser lobotomiser ou robotiser par des habitudes, des automatismes, ce que j'appelle dans mon travail des enfermements. Des enfermements dans des systèmes de pensée qui sont contraignants, qui sont asphyxiants. Et c'est là que le travail de discernement et de remise en question est important et que je souhaiterais qu'il soit davantage connu du grand public. On arrive aux questions de la fin de cet entretien. Des questions génériques que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui? Merci. Oui, certainement. Je remercie la vie de m'avoir donné l'occasion de sentir de plus en plus par où j'avais envie d'agir, de m'impliquer, de contribuer à cette grande œuvre qu'on appelle la vie. Je me sens au bon endroit, particulièrement dans la période que nous traversons, qui est drôlement chahutée et dans laquelle je pense qu'il est vraiment précieux que tout citoyen développe son esprit critique pour pas se laisser manipuler par tant de mécanismes manipulatoires mis en place aujourd'hui. La surinformation, la désinformation, les phénomènes de masse où on suit ce qui se passe sans discernement. Donc pouvoir apporter des clés d'esprit critique, de discernement, d'autonomisation par rapport à ce qui se passe, ça donne du sens à ma vie, clairement. Parce que je peux imaginer que si j'avais pas trouvé quelque chose qui me permet de contribuer à cette période chaotique, je pourrais faire partie des échos anxieux et peut-être même des dépressifs. Et nous avons besoin de trouver du sens et comment contribuer, même de façon infime. Je me rends compte que mon travail ne va pas changer le monde, mais il aide des gens à mieux vivre. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Vous avez eu des périodes de grande anxiété pendant votre adolescence? Oui, clairement. En me demandant, mais déjà, où va le monde? À quoi sert le monde? Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, on vivait dans la tension Est-Ouest entre le bloc soviétique et le reste de l'Occident, avec l'impression d'une menace, d'une possible guerre. Beaucoup d'absurdités. Déjà, c'était moins menaçant que la période d'aujourd'hui, qui accroît encore plus la menace. Mais oui, j'ai pu réaliser que nous avons besoin de descendre plus profondément à l'intérieur de nous. Si nous restons à la surface, dans l'agitation des circonstances, l'action-réaction, les émotions du moment, nous sommes très très agités, c'est fatigant, c'est angoissant. Nous avons besoin d'apprendre à descendre à l'intime de nous dans un noyau plus stable. Et les réflexions sur le sens de la vie, notamment à l'âge où vous les aperceviez mais vous ne les acceptiez pas encore, vous les fuyiez, est-ce qu'elles étaient source de tension et d'anxiété? Oui, bien sûr, ces fameuses questions, qui suis-je, où cours-je, à quoi sers-je? J'ai pas rigolé en sentant qu'il était temps que je me les pose, et comme je vous l'évoquais, je les ai souvent évitées, j'ai louvoyé, j'ai fait des écrans de fumée en changeant de bagnole, ou en changeant d'appartement, ou en changeant de copine, pour me donner des ersatz de changement dans ma vie, alors que le besoin de changement était infiniment plus profond. Et oui, c'est clairement des périodes que j'ai connues. Je ne ferais pas ce métier-là si je n'avais pas moi-même visité des moments de profond dépit, solitude, désarroi. Je pense que c'est ça cette expérience d'avoir côtoyé ces moments-là, qui me donne la force de faire confiance que nous pouvons en sortir. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi, une journée de Thomas dans un bourg? Elles sont très différentes selon les moments et les lieux. Là, je suis en passage pour 3 jours à Paris pour des rendez-vous, des conférences, des interviews. S'il y a des petits rituels récurrents où vous soyez le matin, le soir? Oui, clairement. Tous les matins, je commence par m'enchanter d'être vivant, de réaliser quel miracle, je suis réveillé, je suis en vie. Pour bien des personnes, c'était peut-être la dernière nuit, le dernier souffle. Et pour moi, c'est précieux de porter attention à la chance de me dire j'ai de nouveau une belle journée, merci la vie. Et en plus, j'honore le fait d'être en santé. Je peux me lever de mon lit tout seul, c'est fabuleux. Bien des gens se réveillent, mais ils sont au lit à vie à cause d'une maladie ou d'un handicap. Alors rien que mesurer déjà ce cadeau, cette chance d'être en vie et d'être en santé, moi ça m'enchante déjà. J'aime commencer par la conscience du verre à moitié plein, systématiquement.
Tellement de gens Tous les souffrent d'être matins, c'est dans le un verre à moitié vide. exercice que Bon, c'est quelques instants de conscience. Ouais. Dès que je me réveille, je me dis waouh, je suis vivant, quoi. Et en plus, quand je sors de mon lit, mais je peux sortir de mon lit tout seul et sans aide. Beaucoup des gens qui nous écoutent sont eux-mêmes peut-être coincés au lit pour des raisons de maladie ou de handicap, ou devant accompagner une personne en souffrance, ou peut-être dû à l'âge. Et moi-même, j'ai accompagné une chère vieille tante qui n'arrivait plus à se mettre au lit ou à s'asseoir sans avoir de l'aide. Je sais ce que c'est que d'être très handicapé physiquement. Et donc, effectivement, pour moi, c'est précieux de ne pas louper les occasions de se réjouir. Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles dans la journée pour avoir préparé le terrain en étant d'abord nourri de belles et bonnes nouvelles. C'est exactement comme la nourriture sur le plan physique. Il viendrait à l'idée de personne de nourrir son être physique de nourriture avariée, périmée. On essaie de manger sain, proche de la vie et local si possible, et peut-être même bio, pour avoir une bonne santé, une bonne immunité, pour traverser les intempéries quand il y en a. Sur le plan psychique, notre être psychique a absolument besoin d'être nourri de belles et bonnes nouvelles, et heureusement, sur la planète, il y a infiniment plus de belles et bonnes choses qui se passent que de choses catastrophiques. Les médias ne nous donnent que les mauvaises nouvelles parce que c'est elles qui font sensation. En parlant de médias et plus globalement de numérique, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, je vous ai rejoint dans ce café-là, vous teniez un livre entre vos mains et pas un téléphone. Et ça m'a marqué parce que vous étiez le seul sur la terrasse avec un livre entre les mains. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que ça permet aujourd'hui, la lecture ? Le ressourcement, la résonance, le compagnonnage. Là, je lis un livre de mon ami Hervé Pochon qui part à travers la France, qui a traversé la diagonale du vide à pied, qui a fait Compostelle et qui a écrit un beau livre qui s'appelle Ma balado. Je recommande aux auditeurs d'aller voir Hervé Pochon, Ma balado. Le mot balado est le mot québécois pour dire un podcast. Il interroge les gens sur son voyage à travers la France en leur demandant qu'est-ce qui vous rend heureux. Et là, il a fait un livre avec les plus belles histoires, les 60 histoires les plus pertinentes. Et je l'ai croisé il y a 3 jours et il m'a remis son livre quand je suis arrivé à Paris, et il partait lui-même cette fois-ci avec un vélo électrique parce qu'il emmène 60 livres pour refaire le parcours avec son vélo électrique et remettre un de ses ouvrages à chacune des 60 personnes qui avaient contribué à son livre. Et voilà, donc plonger, accompagner mon ami Hervé, sentir sa sensibilité, sa profondeur, sa finesse, ça m'enchante. Et c'est ça la beauté du livre, c'est de permettre de vivre d'autres vies, d'autres regards, d'autres sensibilités, d'élargir son discernement et son cœur. C'est tellement précieux parce que précisément c'est dense et c'est lent. On lit lentement, on lit pour déguster, pour savourer, pour s'imprégner, et ça conjure les habitudes tragiques de scroller à toute vitesse et de se gaver d'informations de surface qui n'aident en rien. Qu'est-ce que le mot émerveillement vous inspire ? Ça me paraît, au risque de paraître bisounours à ceux qui sont peut-être un peu grincheux, l'essence de la vie, apprendre à s'émerveiller de la chance d'être là. Et alors, j'entends tout de suite les critiques, oui, mais enfin, il y a la guerre partout, comment vous osez dire, et Gaza, et l'Ukraine, et la tragédie. Attends, remontons en amont. Imagine que dans tous les systèmes scolaires, les enfants aient appris depuis la maternelle le sens de la vie, c'est l'enchantement, et on va s'enchanter à apprendre, à connaître, à comprendre, à faire fonctionner des rouages qui permettent de bien vivre ensemble pour goûter de plus en plus d'enchantement, à échanger des biens et des services d'une façon qui soit respectueuse des uns des autres, équitable, etc. Est-ce qu'on aurait autant d'amertume qui, tôt ou tard, amène à de la guerre? C'est ça, cette réflexion profonde et élargie que je nous invite. Évidemment qu'il y a des tragédies aujourd'hui et que, loin s'en faut, tout le monde n'est pas dans l'émerveillement. Ça ne veut pas dire que l'émerveillement ne soit pas le sens de la vie et que c'est à ça que la vie nous invite. La vie nous a voulu là. J'aime cette formule. La vie m'a voulu là. C'est comme une chanson. Eh bien, c'est pour en faire quelque chose de beau. La liberté, c'est quoi pour vous ? La liberté, c'est l'essence de notre être. Nous sommes des êtres libres par nature. Et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans nos systèmes, c'est qu'elle a été muselée très tôt. Reste assis, bouge pas, fais tes devoirs, prépare ton bac. Il y a beaucoup de contraintes. Au lieu de vivre dans la liberté en disant tu as envie d'être libre, eh bien, apprendre des matières, c'est précieux. Ça donne plus d'accès à décider de sa vie, à se créer un métier, à avoir une interaction heureuse avec les autres. Et donc, on n'apprend pas parce qu'il faut, on apprend parce que ça permet d'être libre. Ça devrait être ça la trame de l'enseignement, évidemment. Et j'aime rappeler que les enfants devraient aller à l'école dans la joie d'apprendre et revenir dans la jubilation d'avoir appris. Or, c'est pas ça qu'on voit. Les enfants, ils vont à l'école avec la boule au ventre la plupart du temps, sauf dans certaines structures évidemment heureuses. Mais donc, il y a vraiment, c'est un autre sujet, mais à revisiter profondément le système scolaire pour que les enfants soient heureux d'apprendre et
du fait qu'il soit heureux à apprendre, heureux de se connaître, heureux de se mettre au monde, heureux de créer des rencontres systémiques avec les autres, avec les communautés, dans lesquelles il y a du respect, de l'entraide, du partage, de la bienveillance. Et donc que la notion même de guerre n'existe plus, puisqu'on a du plaisir à vivre ensemble et à se côtoyer, à s'accueillir dans la différence. Je tends vers ça. Alors j'entends évidemment les gens dire que l'utopiste, comment est-ce qu'il peut parler ça? Rappelle-toi que le mot utopie veut dire tendre vers un autre lieu. Topos, le lieu, utopie, un autre lieu ou un lieu meilleur, selon les traductions du mot dans sa racine grecque. Moi, j'ai envie de tendre vers un autre lieu. Et on arrive à la question signature du podcast. Quels conseils vous aimeriez partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Jardinez votre vie intérieure, précieusement. Assoyez-vous régulièrement avec la première personne dont vous avez la charge sur cette planète, qui est vous-même. Prenez soin de cette vie intérieure. Accueillez vos joies qui vous indiquent par où vous avez envie d'aller, vos gratitudes qui vous indiquent ce que vous avez besoin de célébrer, vos émerveillements qui vous permettent de savourer l'enchantement d'être en vie. Accueillez vos peines, vos tristesses, vos moments de solitude et écoutez ce que ça dit de vous, vos besoins d'appartenance, vos besoins de soutien, vos besoins de trouver plus de sens dans votre vie. Écoutez toutes les parties de vous en vous posant simplement les questions: qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que ça dit de moi, en sorte que petit à petit, du fait de ce questionnement, de cette ouverture bienveillante, je dirais dans un état de bonhomie avec ce premier humain dont vous avez la charge, petit à petit des réponses vous viennent. Vous faites un appel d'air en faisant ça. Les réponses ne peuvent pas ne pas venir, j'en suis convaincu. Et donc, consacrer du temps à ce ressourcement, à ce silence, à cette présence, mais en même temps à faire des choses que l'on aime et qui nous gratifient. C'est vraiment très précieux, que l'on aime en profondeur. Merci beaucoup Thomas pour tous ces partages, c'est précieux. Merci. Merci pour votre accueil, Victoria. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.